Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les compartiments liquidiens. Donc il faut savoir que la teneur en eau du corps, du corps humain, elle représente à peu près 60%. Cette proportion, elle est un peu moindre chez la femme à cause de l'adiposité. Elle peut atteindre les 50%. Chez l'obèse, elle est encore plus faible. Et chez le sujet maigre, elle peut accéder les 70%. Donc, si on prend la répartition de cette eau chez un sujet, on prend comme exemple un sujet qui pèse 60 kg. Donc, 60% du poids du corps, c'est à peu près 36 litres d'eau. Notre corps, donc, il est formé à peu près de 36 litres d'eau. Cette eau va être répartie sur les différents compartiments corporels, à savoir qu'on a les compartiments extracellulaires, donc plasma et liquide interstitiel, et on a le compartiment intracellulaire. Donc, pour le compartiment extracellulaire, il va représenter, donc la part du plasma va être à peu près de 3 litres, la part du liquide interstitiel sera de 9 litres, et la grande part, elle est réservée au compartiment intracellulaire. Donc, l'intérieur des cellules est gorgé d'eau, où baignent donc les différents organites. À savoir que les entrées seront assurées par le tube digestif, les entrées d'eau, et que les sorties seront majorées, c'est-à-dire les sorties d'eau elles seront surtout faites par l'urine. Donc les sorties rénales seront majorées. On verra qu'il y a d'autres sorties, mais c'est surtout l'urine qui va gérer le bilan donc hydrique. Ce sera les entrées par le tube digestif et les sorties par l'urine pour équilibrer vers la fin on va dire annuler le bilan entre les entrées et les sorties. Donc, il y aura le passage d'eau par la barrière intestinale. Donc, il va gagner le plasma. Après, pour passer vers le liquide interstitiel, heureusement que les parois capillaires sont perméables à l'eau, mais aussi aux substances dissoutes. Une fois dans le liquide interstitiel, le liquide va gagner les cellules à travers la membrane cellulaire, qui est donc perméable à l'eau et aux substances dissoutes par les différents moyens donc, de transport membranaire qu'on a vu dans le chapitre de la cellule. Et cette même membrane est imperméable aux protéines. Commençons donc compartiment par compartiment. Donc, on avait vu que le compartiment extracellulaire est formé du secteur vasculaire, du secteur interstitiel, mais aussi de la lymphe. Donc, le secteur vasculaire représenté essentiellement par les hématies et le plasma, donc représente 4%. Cette même proportion, donc, elle est faible aussi au niveau de la lymphe à raison de 2%. Et c'est le secteur interstitiel qui est c'est-à-dire la grande part d'eau du milieu extracellulaire est présente dans le secteur interstitiel à raison de 16% du poids corporel. À savoir que la lymphe, elle draine une partie du liquide interstitiel par les vaisseaux lymphatiques vers le secteur vasculaire par le canal thoracique. Donc, il y aura un acheminement c'est-à-dire du liquide interstitiel vers le secteur vasculaire. Et c'est un cercle qui va se faire à travers le canal thoracique. Donc, pour la composition des différentes substances ionisées donc dans le milieu extracellulaire, vous allez remarquer qu'il n'y a pas une très grande différence dans la concentration des différentes cations et anions. Cations pour les ions ayant une charge positive et anions pour les ions ayant une charge négative. Vous remarquez que les protéines sont classées avec les anions, donc ils ont une charge négative. C'est pour ça qu'on les classe avec les anions. Donc, si vous remarquez qu'il n'y a pas une très grande différence de concentration, le sodium reste donc le cation le plus abondant du milieu extracellulaire, que ce soit dans le plasma ou dans le liquide interstitiel. Il sera suivi donc, par le chlore, à raison de 103 dans le plasma et 116 dans le milieu interstitiel par millimol. Donc, dans le plasma, il y a
Il y a les deux valeurs, donc le millimol par litre et millimol par kilogramme. C'est ce qui va différencier l'osmolalité et l'osmolarité. Si on donne les valeurs de l'anion en millimol par litre, donc là, ça va définir l'osmolarité du milieu extracellulaire. Si on donne les valeurs en millimol par kilo, c'est-à-dire une mesure du nombre d'osmoles de soluté par kilogramme de solvant, là, ça va définir l'osmolalité. Donc, l'osmolalité et l'osmolarité vont différer c'est-à-dire la référence. Donc, si on doit mesurer le nombre d'osmoles de soluté par kilogramme de solvant, là, on est dans l'osmolalité. Et si on va mesurer ce nombre d'osmoles de soluté par litre de solution, là, on parle d'osmolarité. Et pour le liquide interstitiel, en général, c'est l'osmolarité. On le donne que par millimol par litre. Donc, pour les cations, donc vous allez remarquer qu'il y a une petite proportion. Ils se retrouvent en concentration plus faible dans le milieu interstitiel parce que ces cations, ils sont en partie liés avec les protéines plasmatiques, donc ils sont acheminés c'est-à-dire du plasma vers le milieu extracellulaire par les protéines donc plasmatiques. Arrivons au compartiment intracellulaire, on avait dit que l'eau intracellulaire, elle représente la plus grande part, donc à raison de 40% du poids corporel. Et cette composition, elle est un peu hétérogène d'un tissu à l'autre. Donc si on va par exemple au foie ou au rein ou là, donc on va remarquer que cette proportion, elle va varier d'un tissu à l'autre. Cette variation, elle est vraiment, c'est-à-dire faible. Ce n'est pas une très grande variation. Voilà, si on va voir, donc là, on va faire une comparaison entre milli équivalent. On va utiliser le milli équivalent, donc par litre. Donc, on reste toujours pratiquement dans l'osmolarité. Et si on va comparer les deux milieux, donc liquide interstitiel et eau cellulaire, puisque le liquide interstitiel, c'est lui qui sera en rapport avec c'est-à-dire les cellules. La membrane cellulaire va échanger, il y aura échange des substances d'eau et des différents cations anions à travers cette membrane cellulaire en contact avec donc, le milieu interstitiel. Donc, il n'y aura pas un contact direct avec le plasma. C'est le liquide interstitiel qui va faire le relais. Et de là, on remarque que le sodium reste le cation le plus abondant du milieu extracellulaire, alors que le potassium est plus abondant en intracellulaire. Il sera suivi donc par les bicarbonates, le chlore plutôt, et par la suite par les bicarbonates. Vous avez remarqué que les phosphates se retrouvent dans le milieu interstitiel sous forme inorganique. Après, à l'intérieur de la cellule, donc ils sont abondants. Il va se trouver sous forme organique. On parlait de la constitution des phosphates à l'intérieur de l'organisme quand on a fait le cours des apports plutôt les apports non énergétiques. On parlait des phosphates, ils se trouvent sous forme organique, ça veut dire associés au calcium. Et c'est pour ça qu'ils sont abondants qu'on a dans les cellules osseuses, dans les dents. C'est pour ça que la proportion est plus importante en intracellulaire et sous forme organique. Les protéines sont abondantes dans le milieu intracellulaire, c'est ce qui donne déjà la négativité au milieu intracellulaire. Ce qu'on avait vu dans la transmission d'un flux nerveux et dans le nerf, on avait dit que l'intérieur, il est négatif, l'extérieur est positif. C'est les protéines qui donnent cette négativité à l'intérieur de la cellule. Arrivons maintenant au mouvement d'eau entre les différents compartiments. Donc, si dans le milieu, si on prend P osme 1, ça veut dire pression osmotique dans le milieu extracellulaire, et P osme 2, ça veut dire pression osmolaire dans le milieu intracellulaire. Si cette pression osmotique elle est supérieure dans le milieu extracellulaire par rapport à l'extracellulaire,
Donc, les mouvements d'eau vont être dirigés du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, puisque l'osmolarité elle est plus importante à l'extérieur. Maintenant, si c'est le cas contraire, ça veut dire si l'osmolarité elle est faible à l'extérieur par rapport à l'intérieur, donc l'eau il va rentrer à l'intérieur de la cellule en suivant donc cette osmolarité. Ça, c'était les mouvements d'eau entre les compartiments extra et intracellulaires. Maintenant, comment comment va se comporter l'eau entre les deux milieux, donc les deux compartiments du milieu extracellulaire, ça veut dire plasma et liquide interstitiel. Donc, ça va se dérouler selon le mécanisme de Starling, donc tout au long du capillaire. Donc, si on va du pôle artériel vers le pôle veineux, on va remarquer que la pression hydrostatique va diminuer en allant vers le pôle veineux. Elle était de 35 mm de mercure dans le pôle artériel et en avançant vers le pôle veineux, donc elle va diminuer progressivement jusqu'à atteindre les 15 mm de mercure. C'est la pression hydrostatique, c'est-à-dire c'est la pression qui est gérée par l'eau et les solutés cation et anion. Alors que la pression oncotique, c'est la pression générée par les protéines, donc elle est stable tout au long du capillaire et elle est à une valeur de 25 mm de mercure. Et donc là, les mouvements d'eau dans le pôle donc, artériel, donc l'eau il va sortir du plasma vers le milieu, il va gagner le milieu interstitiel et en se rapprochant du pôle veineux, donc il y aura l'eau qui va au contraire gagner donc le plasma en se rapprochant du pôle veineux. Aussi, et ici donc par mécanisme de diffusion. Arrivons au bilan hydrique. Donc, pour que le bilan hydrique soit donc, correct, il soit donc nul, il faut qu'il y ait un équilibre entre les entrées et les sorties d'eau. Donc, on prend comme référence un jeune adulte masculin qui pèse 72 kg, qui se représente dans des conditions de repos et de confort thermique, c'est-à-dire à 25 degrés à peu près. Il faut savoir que les liquides corporels, donc il y a de l'eau et il y a aussi des substances dissoutes dans cette eau. Donc, c'est pas que dans les liquides corporels, il y a pas que de l'eau. Donc, il y a des substances dissoutes dans l'eau. Il faut savoir que les entrées sont représentées en moyenne de 2600 millilitres par jour et c'est le rapport, ça veut dire conseillé de l'eau. Donc, cette eau va être divisée. Donc, l'eau de boisson, c'est à peu près 1 litre et 300 millilitres. L'eau des aliments, c'est à peu près donc, 1 litre. Donc, les 300 millilitres qui restent, c'est entre 300 et 400, moyenne 350, c'est l'eau endogène. On avait dit la dernière fois que l'eau endogène, c'est l'eau qui est produite lors des réactions métaboliques, lors plutôt du métabolisme des macronutriments, donc glucides, lipides et protéines à l'intérieur des cellules. Donc, ça va nous faire donc, les 2600 millilitres par jour. Et on avait dit que pour cette même personne qui pèse 72 kg, puisque l'eau totale dans l'organisme représente 60%, ça veut dire 44 litres à peu près, donc il faut préserver ce capital. Préserver ce capital qui est de 44 litres, donc il faut il faut plutôt annuler le bilan. Donc, il faut qu'il y ait des sorties. Cette eau va participer aux différents mécanismes qui vont se passer dans l'organisme, mais il faut par la suite, il faut que l'organisme arrive à se débarrasser de cet apport, de ces entrées. Donc, les sorties vont être représentées essentiellement par les urines. Donc, c'est le rein qui va, en grande partie, donc, essayer d'équilibrer ce bilan à raison de 1,5 litre d'urine par jour. Donc, au niveau de la peau, essentiellement par la sueur on a la sueur franche et on a une sueur ça veut dire qu'on ne sent pas. Donc c'est une sueur qui n'est pas donc profuse. Elle est imperceptible. C'est à peu près un demi-litre. On a aussi l'eau qui va sortir dans la respiration, donc dans les différents mouvements qu'on fait d'expiration. Donc, on va expirer à peu près 400 millilitres par jour d'eau.
et aussi avec une quantité moins importante dans les fesses, à raison de 100 à 200 millilitres par jour. Ça nous fait donc 2600 millilitres par jour. Et de là, donc, on va annuler donc, le bilan hydrique. Il existe un turnover journalier qui va être rapporté au poids corporel. Ça veut dire pour un sujet qui pèse 70 kg, si on apporte 2,5 litres, donc ce turnover va représenter après un trentième donc chez l'adulte. Par contre, ce turnover il est plus important chez le nourrisson en raison de 1/10. C'est pour ça que ce dernier est sensible aux troubles de l'équilibre hydrique. Donc, il peut facilement faire une déshydratation suite à une diarrhée, à des vomissements. Donc, il peut se déshydrater rapidement. Moi, j'assimile le nourrisson comme une éponge qui est gorgée d'eau, mais qui est facile, c'est-à-dire à épurer donc, de cette eau. Donc, il faut faire très attention avec les nourrissons. Il faut qu'ils soient bien hydratés parce qu'une simple diarrhée ou vomissement peut engendrer des déshydratations graves. Donc, on s'est donné donc, une importance capitale à l'eau puisqu'il représente une part très importante de la composition corporelle de l'organisme. Mais parmi donc, les ions, on avait dit que dans les différents liquides corporels, il y a de l'eau, mais aussi des substances dissoutes. Et la substance dissoute la plus importante, ça reste le sodium, c'est le cation le plus abondant du milieu extracellulaire, mais aussi parce que les mouvements d'eau vont suivre les mouvements du sodium. Donc, on va donner une importance capitale à cet ion dans ces compartiments liquidiens. On va parler du calcium ou du potassium ou d'autres cations, mais c'est surtout le sodium parce qu'on verra s'il y a un déficit ou là, au contraire, une surcharge en sodium. Donc, les mouvements d'eau vont se perturber et vice-versa. S'il y a une perte d'eau ou une perte, ou au contraire, une surcharge hydrique, donc là aussi, ça va engendrer donc des modifications en termes donc, de déshydratation ou d'hyperhydratation pour le corps. Donc, c'est pour ça qu'on va en parler un petit peu sur la répartition du sodium dans l'organisme. Donc, le sodium total, il est évalué à 4200 millimoles chez un adulte qui pèse à peu près 72 kg. C'est l'équivalent à peu près de 100 grammes. C'est la même chose aussi pour le potassium. Donc, mais il faut savoir qu'il y a seule une fraction qui est échangeable et qui représente à peu près les 2/3 environ du sodium total. Elle est représentée par 65 à 60. Donc, de ces 100 grammes, la portion échangeable est de 65 à 70 grammes à peu près. Et donc, le sodium dans les liquides corporels, si on sait que l'adulte qui pèse 72 kg, il y a 44 litres c'est-à-dire d'eau. Donc, dans le milieu extracellulaire, c'est à peu près 16 litres. Et donc, le sodium va être présent en raison de 52 grammes. Et si dans le milieu intracellulaire, il y a 28 litres d'eau, donc on va trouver le sodium présent à raison de 14 grammes. Comment on va faire l'équivalence? Donc, pour convertir, là, pour trouver donc, la proportion d'un ion en milligrammes par litre, donc c'est le produit de sa concentration en millimoles par litre et le poids de l'ion en grammes. Par exemple, pour le sodium, son poids est de 23 grammes. Pour le chlore, son poids est de 35,5 grammes. Et de là, donc, on va faire l'équivalence en milligrammes par litre. Là aussi, on va en parler des entrées et des sorties du sodium dans l'organisme. Donc, les entrées du sodium, donc pour l'alimentaire, la moitié, c'est par adjonction de sel et la moitié par l'alimentation. On avait dit que pratiquement tous les aliments contiennent du sodium, une part plus faible pour les légumes et les fruits, mais quand même il est présent pratiquement dans tous les aliments. Il y a une moitié qu'on va, c'est-à-dire ajouter dans les aliments, c'est par le sel marin. Donc, et le sel de table qu'on va ajouter donc du sel dans nos plats, les différents plats qu'on mange. Donc, le NaCl ingéré est en moyenne entre 7 à 8, donc à peu près 10 grammes.
Mais en effet, il y a une variation entre les individus et entre les habitudes alimentaires. Il y a des gens qui mangent des régimes hyposautés, arrivant jusqu'à 5. Il y a d'autres qui peuvent arriver jusqu'à 20 grammes donc, par jour. Et c'est énorme. Donc, pour les sorties, donc aussi là pour le sodium, donc c'est le rein qui est le chef de file qui va essayer d'éliminer donc à peu près jusqu'à 90 à 95 du NaCl donc absorbé, va essayer de l'éliminer. Une part négligeable pour les selles et pour la sueur. Donc, pour les selles, elle est négligeable, sauf s'il y a une diarrhée importante, parce que lors des diarrhées, surtout si elle est importante, il y aura une perte de sel donc de sodium. Et pour la sueur, aussi, elle est négligeable au repos et à la neutralité thermique. Ça veut dire si on se retrouve dans un milieu donc de confort thermique. Mais si on se retrouve dans, par exemple, si on fait des épreuves d'ultra-durance, par exemple chez les sportifs de haut niveau, et si en présence d'une température donc élevée, donc la perte sodée sudorale, elle peut atteindre les 20 grammes. Maintenant, arrivons aux troubles de l'équilibre hydroélectrolytique. Là, tout ça, il va se passer dans les conditions normales et chez un individu en bonne santé. Maintenant, si il y aura c'est-à-dire des pathologies ou s'il y aura donc des événements qui vont arriver, soit dans l'aigu, soit dans le chronique, on aura un trouble de cet équilibre hydroélectrolytique. Donc, un bilan hydroélectrolytique va être s'il est déséquilibré, il va modifier que le milieu extracellulaire si l'osmolalité est normale. Donc, on avait dit que l'osmolalité est la mesure du nombre d'osmoles de soluté par kilogramme de solvant et l'osmolarité, c'est par litre de solution. Donc, s'il y a un déséquilibre de ce bilan hydroélectrolytique, mais l'osmolalité n'est pas touchée, ça veut dire la quantité d'eau et de sodium dans le milieu, ça veut dire dans le milieu extracellulaire, elle n'a pas été touchée de façon très importante. Là, il y aura une petite variation de ce compartiment extracellulaire. Là, si le bilan hydroélectrolytique est très déséquilibré, ça veut dire il a touché l'osmolalité. On est dans le cas de l'hyper ou de l'hypoosmolalité du secteur extracellulaire. Là, ça va modifier la distribution de l'eau entre les deux secteurs intra- et extracellulaires. Donc, là, si l'osmolalité n'est pas touchée, il y aura un changement seulement du compartiment extracellulaire, va être un petit peu modifié. Mais si l'osmolalité est touchée, si on a une hyper ou une hypoosmolalité, ça veut dire que le sodium a diminué. Quand on dit hyperosmolalité, plutôt hypoosmolalité, ça veut dire que voilà, le sodium il est touché, ça veut dire il a été diminué. Et dans l'hyperosmolalité, ça veut dire qu'on a perdu l'eau et que le secteur il a diminué dans l'osmolalité. C'est par perte d'eau. Donc, on aura une hyperosmolalité et là, les mouvements d'eau vont changer parce qu'on avait dit que l'eau va suivre les mouvements du sodium. Donc, on va prendre 6 cas de figure. Le premier cas de figure, s'il y a eu un déficit volumique isoosmotique. Qu'est-ce qu'un déficit volumique isoosmotique qui est causé, il vous a dit, causé par des vomissements, des diarrhées, des diurétiques, des hémorragies et les brûlures. Donc, si on a des vomissements, on a des diarrhées, ça reste dans le premier stade. Donc, ça veut dire quelques vomissements, quelques épisodes de diarrhée. Ce n'est pas durable parce que si les vomissements vont durer, si la diarrhée va durer, donc on aura un autre cas de figure qu'on verra tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, quand on a des vomissements et de la diarrhée, donc qu'est-ce qu'il y a eu? Ça veut dire qu'on a perdu la même quantité d'eau et de sodium. Il y a eu une perte d'eau et de sodium du milieu extracellulaire. Si on donne des diurétiques, on avait dit les diurétiques, c'est des médicaments qu'on donne chez un patient qui a de l'hypertension artérielle pour favoriser, là, pour empêcher la réabsorption du sodium au niveau du rein. Donc, il y aura une perte du sodium dans le rein, mais une perte du sodium avec de l'eau. Et en cas de brûlure, en cas d'hémorragie, même dans les hémorragies, on a une perte du plasma. Donc, et cette plasma, il y aura une perte d'eau et de sodium
qui est, c'est-à-dire de la même, un volume, c'est un volume qui a été perdu du milieu extracellulaire. Là, donc cette réduction, elle ne va pas entraîner, elle n'a pas touché. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure un déséquilibre des entrées et des sorties, mais qui a touché que le milieu extracellulaire. Dans ce cas, il n'y aura pas de mouvement d'eau entre le secteur extra et intracellulaire, parce que là, l'osmolalité, elle n'a pas été touchée. C'est un volume qui a été perdu avec du sodium. Donc, la même quantité d'eau et du sodium qui a été donc diminuée du secteur extracellulaire, mais l'osmolalité n'est pas touchée. C'est iso-osmotique. C'est la même osmolarité entre le milieu, donc c'est la même osmolarité qui était dans le milieu extracellulaire, donc elle est restée. Donc il n'y a pas, il y a pas de mouvement d'eau puisque c'est la même osmolarité. Il y a eu une perte d'eau et de sodium en même temps. Le deuxième cas de figure, dans les cas où il existe un déficit d'eau, là, il y aura une contraction hyperosmotique de volume. Ça veut dire qu'on a perdu l'eau seulement, mais on n'a pas perdu le sodium. Ça veut dire que le milieu extracellulaire va être concentré en sodium. On retrouve ces cas en cas de sudation, en cas d'hyperventilation, en cas de diurèse osmotique. Qu'est-ce que la diurèse osmotique? Ça veut dire une perte d'eau par le rein. En cas de déficit dans l'hormone, l'ADH, c'est l'hormone antidiurétique. C'est une hormone sécrétée par l'hypophyse. Elle va aller jusqu'au niveau du rein et elle va empêcher, donc, elle va récupérer tout l'eau. S'il y a un déficit dans cette hormone, dans la sécrétion de cette hormone, ou là au contraire une atteinte secondaire, il y a une atteinte au niveau du rein, donc les récepteurs ils sont atteints, ils ne peuvent plus recevoir cette hormone malgré qu'il y a une sécrétion de cet ADH, donc on tombera dans le diabète insipide, ça veut dire qu'il y a une perte d'eau. Le rein ne peut plus réabsorber, donc ne peut plus réabsorber l'eau, soit par déficit de cette hormone, soit par une atteinte à son niveau. C'est-à-dire que ces récepteurs ne peuvent plus accepter donc l'ADH. Dans ce cas, ça va engendrer une déshydratation mixte. Pourquoi? Parce que l'eau il va se déplacer du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire qui est hypertonique. Donc, déjà, dans un premier temps, on a eu une perte d'eau dans le milieu extracellulaire. La concentration du milieu extracellulaire s'est élevée. Donc, le sodium, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, l'eau, il va suivre le sodium. Le sodium, il est plus important dans le milieu extracellulaire. Donc, il y aura une sortie d'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Et de ce cas, donc, on aura, par conséquent, on aura une déshydratation des deux milieux. C'est ce qu'on appelle la déshydratation, mais qui est mixte. C'est-à-dire, elle a touché les deux secteurs, intra- et extracellulaire. Et elle est grave, cette déshydratation. Troisième cas de figure, c'est un déficit de sel. Ça veut dire qu'il y a eu une contraction hypoosmotique de volume. Donc, on a eu une perte de sel. Donc, le volume et le milieu extracellulaire, donc l'osmolalité a diminué puisqu'il est devenu plus dilué. Il y a plus d'eau que de sodium. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Elle est observée lors aussi des vomissements et de diarrhée. Mais là, quand il y a des vomissements et de diarrhée très importantes, on arrive à ce stade. Donc, déficit de sel. Et la sudation, en cas de déficit en aldostérone, c'est l'hormone qui empêche, donc qui va entraîner la réabsorption du sodium au niveau du rein, au niveau du néphron. Si elle est déficitaire, donc il y aura une fuite du sodium par le rein. Et donc, on aura un déficit de sel. Qu'est-ce que ça va entraîner? Donc, puisque le milieu extracellulaire, là, il est dilué, donc il y aura une fuite d'eau. Donc, l'eau, il va rentrer à l'intérieur des cellules. Puisque l'intérieur des cellules, l'osmolalité à l'intérieur des cellules est plus importante que le milieu extracellulaire. Donc, l'eau va rentrer à l'intérieur des cellules. Et de là, donc par conséquent, on aura une déshydratation du milieu extracellulaire puisqu'il y a eu un déficit de sel et que l'eau est rentrée à l'intérieur des cellules. Donc, il y aura une déshydratation extracellulaire et une hyperhydratation du secteur intracellulaire. L'eau, il s'est mis à l'intérieur des cellules pour suivre le sodium puisqu'il y a eu un déficit à l'extérieur.
Et il faut faire la part des choses entre, quand on dit hyponatrémie, ça veut dire diminution de la concentration du sodium dans le sang. Il y a des hyponatrémies vraies, ça veut dire qu'il y a eu vraiment un déficit et une perte du sodium. Là, ils vont s'accompagner d'une hyponatrémie hypotonique. Ça veut dire hypotonique, il y a eu la perte de sodium, forcément le milieu extracellulaire va être dilué, il va être hypotonique. À différencier, il faut les différencier des hyponatrémies. Il y a des cas où il y a des hyponatrémies, mais qui sont hypertoniques. Donc, ce n'est pas normal, il n'y a pas eu une perte. Elles sont secondaires. Donc, c'est des hyponatrémies non par perte du sodium, mais qui sont secondaires à une élévation rapide de glycémie et à l'urée. Donc, par réaction à l'élévation de la glycémie et de l'urée, on aura des hyponatrémies hypertoniques. C'est pour ça chez le diabétique, quand on a une élévation de sa glycémie, et que vous faites un ionogramme sanguin pour voir le taux du sodium et du potassium dans le sang. Donc, il faut se méfier des valeurs. Il faut toujours calculer ce qu'on appelle la natrémie corrigée. La natrémie corrigée, ça veut dire parce que ce n'est pas une vraie valeur. Il n'y a pas eu une hyponatrémie par perte de sodium. Parfois, on leur ajoute du sodium et on va provoquer des dégâts. Donc, il faut toujours calculer la natrémie corrigée chez le diabétique. Il ne faut pas se méfier aux données du ionogramme. Et il y a un deuxième cas, donc il y a une hyponatrémie, mais qui est isotonique. Il n'y a pas eu de changement de l'osmolalité malgré qu'il y a cette hyponatrémie. Pourquoi? Parce que c'est une hyponatrémie qui est secondaire à une hyperprotidémie. Donc, il faut toujours, dans le ionogramme, quand on va interpréter un ionogramme, ça veut dire un taux du sodium et du potassium dans le sang, on va les rattacher à la glycémie, on va vérifier s'il n'y a pas une hyperglycémie. S'il y a une hyperglycémie, donc forcément c'est une hyponatrémie hypertonique, il faut calculer la natrémie corrigée et il faut aussi voir le taux de protide. Si on a une hyperprotidémie, donc on aura une hyponatrémie qui n'est pas vraie. Et en cas d'hyperlipidémie, ça veut dire s'il y a une dyslipidémie, une hypercholestérolémie ou une hypertriglycéridémie, donc là, parce que déjà, quand il y a une hyperglycémie, il y a automatiquement une hypertriglycéridémie. Donc, on peut avoir des hyponatrémies. Donc, dans ce cas, elles sont isotoniques. Donc, une vraie hyponatrémie, une vraie perte de sodium, elle va s'accompagner ça veut dire d'un secteur hypotonique, forcément. C'est là où on parle d'hyponatrémie vraie. Et on doit corriger cette hyponatrémie pour éviter